N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour une raison ou pour une autre, des gens sont tout le temps tentés de fuir un pays pour aller vers un autre, parfois même au risque de leur vie. Loin d'être une joyeuse aventure, l'évasion d'un pays est souvent un périple dangereux et très risqué, où aucune erreur ne doit être commise. De nombreux fuyards y ont même laissé la vie. D'autres cependant ont réussi à franchir les frontières et à s'enfuir vers d'autres contrées, moyennant des stratagèmes quelquefois incroyables. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Carlos Ghosn, Nadia Comaneci, les familles Strelzik et Wetzel et d'autres personnes ont fait pour réussir leur évasion. C'est parti. S'il est une évasion des plus rocambolesques dont on parle ces derniers temps, c'est bien celle de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan, qui avait été accusé de délits financiers au Japon, avait été assigné à résidence une bonne partie de l'année 2019, et bien qu'il avait le droit de circuler librement sous certaines conditions, il avait néanmoins l'interdiction de quitter le Japon. Et pourtant, M. Ghosn est parvenu à s'enfuir. L'opération aurait été planifiée plusieurs semaines avant l'évasion et montée par des spécialistes des opérations d'exfiltration pour permettre à l'ex-patron de s'enfuir du Japon où il était en étroite surveillance. Profitant d'un relâchement de contrôle en raison de la période de fin d'année où presque tout le monde était en congé, Carlos Ghosn est sorti incognito de sa résidence surveillée à Tokyo le 29 décembre 2019 en début d'après-midi. Il a ensuite pris un taxi jusqu'à un hôtel où l'attendaient ses sauveurs. Les trois hommes ont ensuite pris le TGV japonais de Tokyo à Osaka avant de regagner le terminal des jets d'affaires qui se trouve à l'aéroport de la ville. Quelques heures plus tard, l'avion se posait à Istanbul. L'appareil avait transporté 2 passagers ainsi que 2 grosses malles utilisées pour transporter des instruments de musique. Ces dernières avaient été repérées par les caméras de surveillance à la sortie de l'hôtel de l'aéroport d'Osaka. Carlos Ghosn, dont aucun signe n'avait été détecté, s'était donc enfui dans l'une de ces malles jusqu'en Turquie, avant de prendre un autre avion à destination de Beyrouth. Le fugitif vit désormais dans la capitale libanaise avec son épouse. Il a déclaré avoir fui le Japon parce qu'il ne pensait pas pouvoir y obtenir un procès équitable. L'évasion de Carlos Ghosn est digne d'une vraie série d'aventures, qui semble pourtant loin d'être terminée. En effet, l'un de ses sauveurs vient d'être arrêté le 20 mai 2020 en compagnie de son fils. Michael et Peter Taylor sont tous les deux accusés d'avoir aidé l'ex-patron à fuir le Japon. Ils pourraient être ainsi extradés vers ce pays qui avait émis en janvier des mandats d'arrêt contre les personnes ayant aidé Carlos Ghosn à s'enfuir. Voici maintenant l'histoire incroyable mais vraie de l'évasion de 2 familles est-allemandes qui ont réussi à fuir la République démocratique allemande et à regagner l'Ouest. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne fut occupée par les 4 puissances victorieuses puis partagée en 2 États. D'une part, la République fédérale d'Allemagne, RFA, liée au bloc occidental, d'autre part, la République démocratique allemande, RDA, sous l'influence soviétique et intégrée au bloc de l'Est. Les 2 Allemagnes étaient comme 2 pays séparés et les populations des 2 États ne pouvaient ni se voir, ni se rendre de l'un côté ou de l'autre des nouveaux États divisés. Pourtant, dans la nuit du 15 au 16 septembre 1979, une montgolfière transportant 2 hommes, 2 femmes et 4 enfants se posait tranquillement sur le sol de la République fédérale d'Allemagne. Il faut dire qu'en cette période de guerre froide, tous les moyens étaient bons pour les habitants de la RDA, sous occupation soviétique, pour fuir l'oppression et passer à l'ouest, plus démocratique et développé. Toutefois, aucun d'eux n'avait jamais envisagé de s'évader à bord d'une montgolfière de fortune confectionnée à la maison. C'est en voyant un reportage sur un festival international de montgolfières aux États-Unis que l'idée de survoler le mur de Berlin est née. Après cela, 2 familles, les Wetzel et les Strelzik, s'arrangèrent pour trouver les outils et le matériel nécessaires pour la construction de ce ballon artisanal qui allait leur permettre de passer la frontière interallemande. Un plancher en tôle, des toiles de tente cousues ensemble, des barres de fer et quelques bouteilles de propane. Il leur a fallu plusieurs mois pour mener à bien leur projet, mais au jour J, le ballon s'avère défectueux et leur première tentative d'évasion fut ratée. Sans plus attendre, ils construisent une nouvelle montgolfière qui, cette fois, les fera bien traverser les quelques dizaines de kilomètres qui séparent les 2 Allemagnes. Le 15 septembre 1979, les 2 familles font une partie du trajet en vélomoteur et en voiture et sont arrivées à une clairière située à une dizaine de kilomètres de la frontière. Ce sera leur terrain d'envol. Après 28 minutes exactement, les Wetzel et les Strelzik ont réussi à passer à l'ouest par une nuit fraîche, venteuse et sans nuages, où toutes les conditions étaient réunies pour leur permettre de réussir ce projet né 2 ans auparavant. L'évasion rocambolesque des familles Wetzel et Strelzik a même fait l'objet d'un film allemand sorti en 2019, Le vent de la liberté, qui raconte cette évasion aussi spectaculaire qu'audacieuse. Des éléments de la célèbre montgolfière de fortune, dont la machine à coudre qui a servi à sa confection, sont de nos jours exposés au musée du mur de Berlin. Avant de continuer, voici la question du jour. Lequel de ces films raconte l'évasion de 3 prisonniers qui se sont échappés de l'une des prisons les plus sécurisées au monde? Option A, les évadés. Option B, la grande évasion. Option C,
l'évadé d'Alcatraz. Choisissez l'option qui vous semble correcte et nous verrons si votre réponse est bonne à la fin de cette vidéo. Nadia Comaneci est la première gymnaste de l'histoire des Jeux Olympiques à obtenir la note parfaite de 10 lors des Jeux Olympiques d'été de 1976 à Montréal, et la jeune fille roumaine de 14 ans devient une légende dans le monde et un mythe dans son propre pays. Mais dans la Roumanie communiste dirigée à l'époque par Nicolae Ceausescu, l'avenir est loin d'être brillant pour Nadia. Celle que l'on surnomme la fée des Jeux Olympiques de 1976 devient malgré elle un outil de propagande du régime. En effet, Ceausescu aspire à remonter l'image de son gouvernement communiste en utilisant la gloire et la notoriété de la jeune gymnaste. Son fils tente même d'épouser la jeune fille sans succès. La police secrète roumaine la surveille étroitement et le président lui interdit de voyager à l'étranger. Sa carrière comme entraîneuse en Occident se voit donc compromise. À cause de ce régime répressif et autoritaire qui lui pèse, Nadia Comaneci se sent prisonnière dans son propre pays et elle décide de fuir. Après plusieurs tentatives d'évasion ratées, elle finit par déserter sa Roumanie natale, n'emportant rien avec elle. Son évasion rocambolesque dure 5 jours pendant lesquels elle doit traverser à pied la rase campagne en compagnie d'autres personnes qui ont fui avec elle, à la merci du froid et de la peur. Elle réussit néanmoins à franchir le rideau de fer, aidée par un Roumain exilé aux États-Unis qui lui fait passer la frontière hongroise, puis autrichienne. Arrivée à Vienne, en Autriche, elle prend un avion direction les États-Unis et atterrit à New York le 1er décembre. Nadia obtient alors très rapidement le statut de réfugiée par les États-Unis. Elle retourne cependant à Montréal où elle vit de 1990 à 1991 avant de s'installer dans l'État américain de l'Oklahoma où elle vit aujourd'hui avec son mari, l'ancien gymnaste américain Bart Conner et leur fils. Ce voleur français originaire de Nice est devenu célèbre à la suite d'un coup osé et impressionnant. En juillet 1976, Albert Spaghiari a réussi à braquer la salle des coffres d'une agence bancaire principale avec l'aide d'une vingtaine de complices, sans aucun acte de violence. En effet, pour accéder à la banque, Spaghiari et ses acolytes sont même passés par les égouts et ont creusé pendant des semaines un tunnel long de 8 mètres. Le gang des égoutiers, comme on l'appellera, est parvenu à entrer à la banque le vendredi 16 juillet. Il y restera tout le week-end et réussira à dérober pas moins de 50 millions de francs. Arrêté puis détenu à la suite de ce coup monté digne d'un film de gangster, Albert Spaghiari fera de nouveau parler de lui l'année suivante. Cette fois-ci, le cambrioleur va réussir à s'enfuir de la manière la plus incroyable en sautant tout simplement par la fenêtre. La scène s'est déroulée le jeudi 10 mars 1977 au palais de justice de Nice. Spaghiari avait une entrevue avec le juge, comme chaque jeudi. Sauf que ce jour-là, il ne retournera pas à sa cellule à la fin de l'entrevue. Profitant d'un moment d'inattention du juge, il ouvre la fenêtre du bureau et se jette dans le vide. Il atterrit 8 mètres plus bas sur le toit d'une voiture avant de prendre la fuite sur une moto avec un complice. Malgré les moyens déployés pour le retrouver et les 1000 agents lancés à sa poursuite, Albert Spaghiari a réussi à fuir la France et n'a jamais été rattrapé avec cette incroyable évasion. Il a vécu en cavale entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Au cours de cette période, il a écrit quelques livres, envoyé un mandat au propriétaire de la voiture qu'il avait endommagée en sautant dessus et a même accordé une interview. Le fugitif est finalement décédé en 1989 des suites d'un cancer, non sans avoir exprimé ses regrets de s'être évadé. L'une des évasions de militaires les plus spectaculaires de ces dernières années était celle d'un soldat nord-coréen qui a réussi à traverser la zone démilitarisée pour passer au sud. Le 13 novembre 2017, ce militaire est passé de l'autre côté de la frontière sous une pluie de balles alors qu'il tentait de franchir la ligne de démarcation qui sépare les armées des deux Corées de quelques mètres seulement. Il avait attendu le lundi, le jour où il n'y a pas de visite touristique dans cette zone côté sud, pour tenter sa fuite spectaculaire. Sur les images capturées par plusieurs caméras de vidéosurveillance, on peut voir le militaire conduire une Jeep à vive allure et s'arrêter tout près de la ligne de démarcation avant de sortir et de courir vers le sud. Un des militaires qui le poursuivait a même passé brièvement la ligne de démarcation avant de faire demi-tour et de repartir vers le nord, violant avec ce geste l'accord d'armistice qui avait été signé en 1953. Grièvement blessé par les balles, le jeune militaire a été secouru par ses confrères sud-coréens et emmené à l'hôpital. Il faut dire que les défections de militaires nord-coréens vers la Corée du Sud sont une chose extrêmement rare, notamment au niveau de la zone démilitarisée. En effet, cette frontière militaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui représente l'un des derniers vestiges de la guerre froide, est l'une des zones les plus militarisées et les plus sécurisées au monde. Pour s'évader, la grande majorité préfère donc traverser la frontière avec la Chine avant de gagner la Corée du Sud en passant par un pays tiers. Selon Séoul, plus de 30 000 Nord-Coréens ont fui vers le sud depuis la fin de la guerre de Corée qui a duré de 1950 à 1953. Et ce choix peut s'expliquer par l'envie de fuir un régime replié sur lui-même avec ses programmes nucléaires pour vivre dans un pays démocratique beaucoup plus ouvert sur le monde et beaucoup plus avancé en termes d'économie et de technologie. Aujourd'hui cependant, après plusieurs années marquées par de nombreux incidents, les deux pays semblent avancer doucement vers une tentative de paix et de réconciliation,
qui n'est pourtant pas la première et qui ne sera pas forcément la dernière. Vous venez de découvrir les histoires incroyables de 5 évasions réussies. Laquelle vous a le plus étonné ou fasciné? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires. Enfin, pour la question du jour, la bonne réponse est l'option C. Ce film, sorti en 1979, raconte l'histoire vraie de l'évasion de 3 prisonniers de la célèbre prison d'Alcatraz en 1962. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!